Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre la télévision rwandaise. Place maintenant à la grande édition. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, est arrivé ce samedi matin à Bujumbura, au Burundi, pour participer au 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est. À part le président Kagame, Évariste Ndayishimiye du Burundi, aussi président en exercice de la communauté, les présidents ougandais, kenyans et tanzaniens et congolais ont fait le déplacement pour ce sommet de Bujumbura. Ce sommet consacre à l'insécurité persistante à l'est de la République démocratique du Congo se tient alors que les combats se poursuivent à l'est du pays entre les forces du M23 et les forces armées de la RDC. Il intervient également quelques jours après que la communauté est-africaine, via son secrétaire général, ait demandé à la République démocratique du Congo de fournir des explications sur l'expulsion de 3 officiers rwandais qui participaient au commandement de la force est-africaine à Goma, à l'est de la RDC. Pour le Rwanda, parlant de la santé, pour parler du cancer, le Rwanda s'est joint au reste du monde ce 4 février, la journée mondiale contre le cancer. Pour l'occasion, au Rwanda, une attention particulière est portée vers le combat contre le cancer du col utérin. Les résultats d'une enquête menée l'an dernier au district de Gicumbi, au nord du Rwanda, montrent que 600 femmes sur 20 000 souffraient du cancer du col utérin. De nombreux cancers peuvent être prévenus en évitant les principaux facteurs de risque comme le tabagisme. Le cancer est une cause majeure de mortalité dans le monde, responsable de 8,2 millions de décès par an. L'OMS indique que plus du tiers de ces décès peut être évité et que détectés suffisamment tôt, de nombreux cancers peuvent être guéris. Le ministre de la Santé, le docteur Sabin Nsanzimana, indique que les stratégies prises par le Rwanda laissent planer l'espoir d'éliminer le cancer utérin d'ici 2030. On est ici avec les chercheurs, les chefs de programme, les partenaires pour discuter comment on peut éliminer certains cancers avec lesquels on connaît bien la cause ou bien les facteurs de risque les plus importants. Le cancer du col utérin, c'est l'un des cancers qui affecte beaucoup plus de personnes. Je dirais que c'est la deuxième après le cancer du sein parmi les filles et les femmes. Et on pense que avec les stratégies actuelles, avec la vaccination contre le virus HPV qui est la première cause, le facteur de risque, on peut facilement arriver à éliminer le cancer du col utérin, même s'il y a d'autres cancers. Mais on sait que c'est le premier qui concerne beaucoup plus de personnes après le cancer du sein. Et les stratégies actuelles, y compris la vaccination pour les jeunes filles et aussi la détection avant que le cancer n'arrive au stade avancé, c'est des interventions qui sont en place actuellement, mais on veut que ce soit dans tous les districts, dans toutes les formations sanitaires, que toutes les femmes à risque, plus particulièrement à l'âge de 35 et plus, puissent bénéficier de ces programmes dans toutes les formations sanitaires au Rwanda. Et comme ça, si on arrive à éliminer le cancer du col utérin avant 2030, le Rwanda sera le premier pays à démontrer que même en Afrique, même dans les régions où ce type de cancer est plus fréquent, on peut le faire. Et comme ça, d'autres pays peuvent aussi prendre l'exemple de ce qui peut marcher. Et on apprend aussi des autres pays qui ont pu faire certains programmes. Et aujourd'hui, tout le monde pense, et nous pensons que c'est possible. Et nous allons le faire le plus vite possible avec les moyens disponibles. Toujours à propos du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine, nous sommes en ligne avec Jean-Baptiste Gasseminali, juriste et analyste politique de la sous-région. Jean-Baptiste, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Le Burundi abrite le 20e sommet des chefs d'État de
la communauté est-africaine sur la RDC. Quel sens donner à ce sommet qui intervient après que la communauté ait demandé des explications à la RDC sur l'expulsion des officiers rwandais qui servaient dans le haut commandement des forces de la communauté est-africaine? Oui, le sens à accorder à ce sommet de Bujumbura, c'est un sommet qui entre dans la droite ligne de la résolution, des tentatives de résolution de la crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y avait eu un mini-sommet à Luanda qui avait réuni certains chefs d'État de la sous-région, notamment le pays membre de la communauté des États d'Afrique de l'Est et le président angolais qui est aussi président en exercice de la CIRGL. Donc, au cours de ce mini-sommet de Luanda, un nombre de décisions avaient été arrêtées en rapport avec la résolution de la crise militaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, la situation s'est plutôt dégradée. Aucune recommandation n'a été exécutée ou mise en œuvre partiellement ou même totalement. Donc j'imagine que le sommet de Bujumbura est une suite logique du mini-sommet de Luanda pour chercher les voies et moyens d'arrêter les hostilités à l'est de la République démocratique du Congo. Peut-on dire que ce sommet est une autre chance donnée à la RDC pour normaliser ses relations avec la communauté est-africaine? Oui, bien entendu. C'est une chance, effectivement, qui est accordée à la RDC de pouvoir normaliser ses relations avec la communauté des États d'Afrique de l'Est, mais aussi une chance qui lui est aussi offerte pour pouvoir mettre en œuvre les résolutions du mini-sommet de Luanda, parce que jusque-là, ça se voit que la RDC n'a pas mis en œuvre aucune de toutes ces résolutions. Avant de parler des résolutions de ce sommet de Bujumbura, de nombreux accords déjà existants sont respectés. À quel niveau par les parties en conflit? Pardon, est-ce que je n'ai pas bien saisi votre question? Je vous demandais juste, avant de parler des résolutions de ce sommet de Bujumbura, de nombreux accords déjà existants sont respectés. À quel niveau par les parties en conflit? Bon, effectivement, c'est ce que je disais tantôt. Certains acteurs ont pu respecter certaines des conditions qui avaient été posées par les chefs d'État au cours du mini-sommet de Luanda. Notamment, il avait été demandé au M23 de se retirer de certaines positions qu'ils avaient conquises pendant les hostilités précédentes. Et nous avons vu des gestes qui ont été posés dans ce sens. Le M23 s'était retiré de ses positions de Kibumba et ces positions avaient été remises au commandement de la force sous-régionale qui est dirigée par le Kenya présentement. Après les positions de Kibumba, ils avaient remis les positions qui étaient dans le camp de Lumangabo, qui est le plus grand camp militaire à l'est de la RDC. Donc, le M23 avait fait sa part et avait respecté les résolutions, bien que n'étant pas parti au sommet, au mini-sommet de Luanda, mais le M23 l'avait quand même fait. Ils avaient promis aussi de remettre les positions de Kishiche et les positions de Bouiza, mais la force est-africaine leur avait dit qu'ils n'avaient pas encore le moyen matériel et humain pour pouvoir récupérer ces positions, parce que selon les recommandations, selon les résolutions du mini-sommet de Luanda, dans les positions où le M23 devrait se retirer, c'est la force est-africaine qui devait prendre la charge. Donc, le M23 a fait sa part, il a abandonné, il a remis ses positions, mais le gouvernement de la RDC n'a pas voulu négocier, alors que c'était ça l'objectif, qu'il avait été demandé au M23 de se retirer pour que les négociations puissent commencer. Mais malheureusement, ils se sont retirés, ils ont été invités par le facilitateur du dialogue, l'ancien président kenyan, et ils se sont rendus à Nairobi, puis
ils ont été demandés de les rejoindre à Mombasa où il les a reçus. Mais lorsqu'ils étaient là, les représentants du gouvernement congolais ne se sont pas présentés et donc les négociations n'ont pas eu lieu. Donc je peux dire que les résolutions de Luanda n'ont pas été respectées totalement, mais le M23 a respecté son part de contrat parce qu'il avait commencé le processus de retrait que les chefs de l'État, les chefs d'État du mini-sommet avaient demandé qu'ils respectent ces choses qu'ils ont faites. Mais en ce qui concerne le gouvernement de la République démocratique du Congo, ils n'ont pas répondu au rendez-vous, donc rien n'a été fait de leur côté, et ce qui est d'ailleurs déplorable. Et au lieu d'accepter les résolutions et de faire sa part de contrat, il a par contre préparé une guerre qui est malheureusement en cours présentement. Et donc, merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, il y a certaines personnes qui ne connaissent que par les médias. Et vous qui suivez de près la situation, pourriez-vous nous donner une image de la RDC en bref? La situation actuelle. L'image, peut-être l'image de la RDC en bref, c'est un grand pays de l'Afrique orientale et centrale. C'est un pays qui a une étendue de plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est un pays qui est peuplé par plus de 100 millions d'habitants. C'est un pays aujourd'hui qui est déchiré par une guerre dans sa partie est, où une rébellion du M23 affronte les forces gouvernementales qui sont alliées à plusieurs forces, à plusieurs milices locales et internationales qui combattent dans la région. Aujourd'hui, ils sont comptés par centaines, ils sont plus de ça, 30 selon le décompte des Nations Unies qui sont déployés dans le pays depuis plus de 20 ans. Donc, un peu de mots, je pense que c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour ce décryptage. Continuons l'actualité pour parler des organisations des jeunes qui estiment que la formation à l'éducation civique les aide à mieux comprendre la vision du Rwanda, ce qui les prépare à bien servir leur pays dans l'avenir. Les détails avec Winnie Mounziz. Le Forum national de concertation des formations politiques et les organisations des jeunes ont réfléchi sur le rôle de la jeunesse dans la politique, la gouvernance et l'héritage des Rwandais dans la direction que le Rwanda s'est donnée. Les jeunes se félicitent de cette initiative qui est utile dans la préparation d'un avenir radieux pour le pays qui s'est engagé à aller de l'avant après un passé sombre. Donc on doit faire tous les moyens possibles pour qu'on regarde ce que les pays, ce que les grands veulent de nous. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Et si on n'est pas capable, qu'est-ce qu'on doit faire? Le professeur Massabo indique aussi que depuis les temps immémoriaux, les Rwandais ont toujours fait leurs propres choix, même si ces choix ont été entravés par la colonisation et la mauvaise gouvernance qu'il a suivie dans les deux républiques. La perversité a été accentuée par certains partis politiques qui ont par la suite gouverné le pays et qui ont introduit la discrimination au sein de la société. Le paroxysme de cette discrimination a conduit au génocide contre les Tutsis en raison de la haine que les colons avaient insufflée aux Rwandais. Le professeur Massabo François, enseignant à l'Université du Rwanda, indique que les jeunes disposent d'énormes potentialités qui peuvent les aider à exploiter les opportunités qui s'offrent à eux. La jeunesse actuelle a des opportunités et bien sûr des défis. Peut-être si on commençait par les défis, c'est le premier défi, bien sûr pour la jeunesse, c'est le manque d'emploi qui se remarque à différents niveaux. Le manque d'emploi peut être synonyme de ne pas avoir du tout d'emploi, mais aussi ça peut être sous-emploi. Ça peut être un emploi qui ne répond pas à la formation reçue ni aux attentes. Ça veut dire qu'on travaille dans des conditions qui ne sont pas intéressantes pour les jeunes.
mais aussi on peut être sous-employé. C'est-à-dire qu'on travaille à mi-temps et le reste du temps, on ne sait pas quoi faire. Et parfois, on peut être tenté de tomber dans des activités illicites. Mais aussi, il y a des opportunités. Il y a des opportunités. La jeunesse actuelle peut consulter sur Internet et entrer dans la globalisation, avoir des opportunités de connaître les besoins des autres qui existent ailleurs. Ça peut être dans la région, ça peut être même au-delà de la région. Et ils ont cette opportunité de pouvoir demander de l'emploi, même en dehors de leur pays. Le porte-parole du Forum des partis politiques agréés au Rwanda estime que la formation des jeunes à l'éducation civique permet aux jeunes de s'intégrer dans la politique du pays en suivant les pas de leurs prédécesseurs qui se sont dépensés pour doter le Rwanda d'une vision saine de développement. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. La 29e célébration de la journée des héros du Rwanda s'est déroulée cette année sous le thème « L'héroïsme des Rwandais, notre dignité ». Dans nos studios, nous sommes avec un jeune Rwandais, président du conseil d'administration et fondateur de Rwanda We Want, Tristan Murenzi, pour nous parler de l'héroïsme au sein de la jeunesse. Tristan Murenzi, bonjour. Bonjour Amandine, merci de me recevoir. Qu'est-ce qui est venu en premier lieu à votre esprit le jour où vous avez compris le terme héros ? Alors, je me dis, j'ai entendu parler du terme héros quand j'étais un peu, je crois que j'avais vers 10 ans, j'étais à l'école primaire. Mais malheureusement, on nous parlait juste des héros occidentaux, des héros comme Gandhi, et autres, comme Mandela, comme Sankara. Malheureusement, on ne parlait pas beaucoup de nos propres héros, des héros comme le roi Mutara III Rudahigwa, Fred Gissar Rwigema, Agathe Uwilingiyimana et autres. Mais heureusement, au fil du temps, on a commencé aussi à nous parler de nos héros nationaux. Et je me dis que quand on nous parlait des héros étrangers, ça ne donnait pas ce sens-là d'appartenance, ça ne me donnait pas ce sens-là de fierté. Mais quand on a commencé à nous parler de nos propres héros, je me dis que ça me donnait encore un peu plus de fierté et de comprendre que le pays qu'on a aujourd'hui est un fruit de sacrifice des héros qui ont donné leur sang pour avoir ce si beau pays qu'on a aujourd'hui. Et le fait, que représente pour vous le fait que le Rwanda ait des héros nationaux ? Alors, je me dis ça représente une fierté, comme je venais de le dire. Et ça veut aussi dire que ce sont des Rwandais ordinaires qui sont devenus des héros. Ça veut dire que moi aussi, je peux devenir un héros. Et d'autres jeunes, plus jeunes que moi. Parce que ça ne demande pas d'être, je ne sais pas, des héros ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des gens comme nous. Ce sont des Rwandais comme nous, ordinaires, qui font juste des actes héroïques et qui à la fin, leur fait devenir des héros. Voilà, et vous êtes jeune, vous êtes influent du moins au sein de l'organisation que vous représentez. Alors comment pourriez-vous définir l'héroïsme au sein de la jeunesse ? Je définis l'héroïsme au sein de la jeunesse. Je me dis qu'aujourd'hui, vu que quelqu'un devient un héros parce qu'il a pu surmonter les défis actuels. Et aujourd'hui, l'héroïsme, on le voit dans d'autres manières. Pas seulement d'aller à la guerre, pas seulement de défendre le pays, mais il s'agit aussi de pouvoir se battre contre la haine qui est dans la région, se battre contre l'idéologie génocidaire, se battre pour l'unité nationale. Je me dis que ça peut te faire devenir un héros parce que le Rwanda aujourd'hui est un pays paisible, on a la paix, mais dans la région, il n'y a pas cette paix-là. Donc on doit élever notre voix pour qu'il y ait la paix dans notre région. Et je me dis que ça nous fait devenir des héros dans le contexte actuel. Merci beaucoup. Y aurait-il un message particulier maintenant pour ceux qui nous suivent ? Alors mon message, je me dis que je vais l'adresser aux jeunes qui nous suivent. Je vais leur dire que l'héroïsme n'est pas juste un acte héroïque, mais l'héroïsme est aussi notre façon de vivre et notre façon de penser.
Alors choisissons cette vie-là. Merci beaucoup. Merci Amandine. Toujours avec l'actualité nationale, nous continuons. Le Rwanda se prépare à ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Les organisations œuvrant la promotion de la paix estiment que l'accélération de la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires est un pas important vers la construction d'un monde paisible. En 1945, les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki ont été rasées par les bombes atomiques aux conséquences désastreuses. Pour l'abbé Théogène Yakaremye, fondateur de l'Association des jeunes de Saint-Charles, Luanga, qui milite pour la paix dans le monde, le XXIe siècle devrait être différent du XXe siècle qui a vu naître les armes de destruction massive. Les armes nucléaires sont des armes très très dangereuses. Elles ont été utilisées à Hiroshima et Nagasaki et jusqu'aujourd'hui, des conséquences sont encore là. À ce moment-là, il n'y avait qu'un seul pays qui avait l'arme nucléaire. Maintenant, il y en a plus de 5 qui ont ces armes. Une fois utilisées, les conséquences peuvent arriver même à éteindre la vie dans le monde entier. Alors, nous saluons l'initiative qui a été faite pour arriver au traité d'interdiction de ces armes nucléaires pour vraiment libérer de ce monde cette peur d'être anéanti par l'homme lui-même. Le traité a été adopté le 7 juillet 2017 par la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète, qui a eu lieu à New York du 27 au 31 mars et du 15 juin au 7 juillet 2017. Actuellement, 92 pays ont déjà signé le traité et 68 l'ont ratifié. La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, cette coalition mondiale regroupant plusieurs centaines d'ONG, visant à mobiliser les citoyens de tous les pays pour inspirer, persuader et faire pression sur leur gouvernement afin de lancer et de soutenir des négociations en faveur d'un traité d'interdiction des armes nucléaires intensifie ses efforts pour passer plus de pays à adhérer à ce traité visant l'abolition des armes nucléaires. Pour l'abbé Théogène, voir le Rwanda ratifier ce traité est une bonne nouvelle compte tenu de son passé sombre qui a vu périr plus d'1 million de vies humaines lors du génocide des Tutsis en 1994. Nous avons vécu la catastrophe, le génocide perpétré contre les Tutsis, où plus d'1 million de Rwandais ont péri dans 3 mois. Le fait qu'il y ait une arme qui peut causer plus d'1 million de morts dans une seconde, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très sensible pour nous qui avons connu cette catastrophe. Donc, il est facile de comprendre plus que les autres que quelque chose qui détruit la vie en masse comme ça doit être éliminé au niveau du monde. Donc le Rwanda devrait être parmi les premiers pays vraiment à comprendre et à signer ce traité pour donner cette contribution. Pour la jeunesse, parce que notre association c'est surtout pour l'éducation de la jeunesse, et je demande à la jeunesse d'être conscient que le monde où ils sont en train de grandir, il y a un danger, les armes nucléaires. Alors, ils doivent prendre cette conscience et rejoindre la campagne d'éliminer ces armes pour que leur avenir soit vraiment assuré. Sinon, ils vivront toujours dans la peur. Le ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération fait savoir que les instances habilitées font tout leur possible pour que le pays ratifie et signe le traité le plus vite possible, ajoutant que c'est un long processus, même si le Rwanda adhère à cette politique d'abolition des armes nucléaires. Winnie Mununziza pour la télévision rwandaise. Présentation vendredi à l'école secondaire Saint-Ignace à Kigali du livre Murambi, livre des ossements du Sénégalais
Boubacar Boris Diop. Les élèves de cette école qui ont suivi la présentation de ce livre se réjouissent de telles initiatives qui leur permettent de bien connaître l'histoire du Rwanda. Ils estiment que connaître l'histoire est un meilleur moyen d'apprendre à construire l'avenir en évitant les erreurs du passé. On vient de présenter le livre Murambi, le livre des ossements, écrit par Boubacar Boris Diop. C'est un livre rempli de témoignages de rescapés et des rescapés du génocide, les victimes et les bourreaux. Ce que j'ai appris dedans, c'est que les erreurs du passé, on devrait apprendre des erreurs du passé pour construire un meilleur futur. Le génocide nous a tous impactés et on devrait apprendre de ça et ne plus recommencer les fautes que nos ancêtres ont commises. Différences comme la religion, notre origine, notre culture. Mais en tant qu'humain, on devrait se respecter et savoir ne pas se rabaisser car on s'aime et que Dieu nous a créés pour qu'on se respecte et qu'on vive communalement. Et ce livre nous montre l'importance que ça aurait été de s'entraider en tant qu'humain, l'importance que ça aurait été de respecter les différences des gens et au lieu de les rabaisser, d'entendre leurs opinions et d'essayer de les comprendre. Et cela aurait aidé à éviter le génocide et peut-être qu'on aurait appris plus sur le Rwanda, sauf la fâcheuse histoire qui s'est passée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous de la grande édition. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, je souhaite de suivre la suite de nos programmes. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.